Et c'est parti. Donc, pour commencer, peut-être vous présenter les personnes qui sont là et qui vont parler ce soir. Donc, Pauline Leclerc, qui est responsable de campagne inégalité et justice fiscale dans l'équipe d'Oxfam France. Avec nous aussi Quentin Parinello, donc son binôme, puisqu'il est responsable de plaidoyer justice fiscale et inégalité à Oxfam France. Donc, si je veux résumer, si Pauline cherche à mobiliser le public, Quentin cherche à mobiliser les politiques, et du coup, ça fait un binôme de choc. Et avec nous également Pierre Madec, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et donc, Pierre, si tu veux nous présenter rapidement ce que fait l'OFCE, voilà, parce qu'on va parler en acronyme comme d'habitude, euh, pour qu'on comprenne mieux ce que tu fais au quotidien. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation déjà. Donc moi, en effet, je suis économiste à l'OFCE. L'OFCE, c'est un centre de recherche en économie rattaché à Sciences Po. On fait de la prévision macroéconomique, c'est notre cœur de métier. Mais à côté de ça, on fait aussi de l'évaluation de politique publique sur tout un tas de sujets. Ça va du marché du travail aux inégalités, à la fiscalité, aux égalités, inégalités femmes-hommes. Enfin voilà, on est une équipe d'une quarantaine de chercheurs à travailler sur toutes ces questions-là. Et donc, avec une vision qui sera extrêmement intéressante sur les sujets qu'on va aborder ce soir. Et donc, justement, on va essayer de répondre à une question vaste, s'il en est, mais importante. Pourquoi faudrait-il taxer les plus riches? Et oui, on se donne des grandes ambitions pour un webinaire. Donc, pour ceux qui nous suivent, et peut-être plus largement, vous l'avez vu, fin janvier, Oxfam a fait paraître son rapport annuel sur les inégalités mondiales. Donc, son titre disait tout de son contenu, le virus des inégalités. Donc, à savoir montrer dans quelle mesure la crise a pu influer sur ces inégalités mondiales. Et le constat a été assez clair, une fois encore, c'est que la pandémie de Covid-19 et toutes ses conséquences, notamment économiques, ont fait exploser ces inégalités. Et un chiffre, mais on reviendra rapidement sur ce constat, dit tout de la situation, c'est que les 1000 personnes les plus riches du monde ont vu leur niveau de richesse d'avant la pandémie, ont récupéré leur niveau de richesse d'avant la pandémie en seulement 9 mois, là où il faudra plus de 10 ans pour les personnes les plus pauvres pour se relever de ces impacts économiques. Donc le constat ne peut pas être plus parlant. Mais au-delà du constat, il y a une question ensuite qui arrive, que faire? Parce que voilà, on ne peut pas se contenter de dire la situation. Et donc, on voit que dans le débat monte une réponse ces dernières semaines assez largement partagée. En tout cas, les personnes qui soulèvent ces questions ont des profils assez différents, qui seraient taxer les plus riches. Mais du coup, une fois dit ça, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est réalisable? Et est-ce que c'est vraiment la solution à cette crise et à ce constat? Donc, on va essayer d'y répondre ce soir. Alors voilà, on n'apportera pas forcément toutes les questions, on apportera aussi un point de vue et une grille de lecture. Et puis, on espère que ce sera aussi une grille de compréhension utile pour que vous forgez aussi une opinion et aussi que ça vous permette de mieux comprendre le travail que fait Oxfam sur la lutte contre les inégalités et notamment dans ce contexte de crise. Et donc, pour commencer, Pauline, je me tourne vers toi. Tu es responsable de la campagne Inégalité et justice fiscale. Tu as travaillé sur la parution de ce rapport annuel de janvier. Et un peu pour comprendre et pour poser les bases, est-ce que tu aurais quelques grands chiffres pour illustrer cet état des inégalités mondiales et puis aussi un peu parler de la situation en France, puisque Oxfam a aussi fait un focus sur la situation en France. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on a sorti ce rapport il y a un mois, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette crise sanitaire, cette crise économique, elle a frappé un monde qui était déjà profondément inégalitaire. Il faut savoir que avant cette crise, 7 personnes sur 10 vivent dans un pays où les inégalités ont augmenté pendant ces 30 dernières années. On vit dans un monde où les richesses de 1% de la population mondiale représentent 2 fois la richesse de 90% de la population mondiale. Et on vit aussi sur une planète où près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5 euros par jour. Donc voilà l'état des lieux avant que la crise ne surgisse. Et le rapport qu'on a sorti il y a un mois faisait passer le message suivant, c'est que cette crise met en lumière les inégalités existantes, mais risque de les faire totalement exploser. On risque de vivre une augmentation sans précédent des inégalités depuis un siècle,
par leur ampleur et aussi parce que la quasi-totalité des pays dans le monde vont être touchés par cette augmentation des inégalités si les gouvernements n'agissent pas vite et fort. Donc, pour vous donner quelques chiffres du rapport, puis je vous invite à le parcourir parce qu'il est très intéressant, très instructif. Tu l'as dit, Marion, en introduction, le chiffre choc qui a beaucoup indigné, et c'est intéressant de voir aussi tout l'écho médiatique qu'on a eu autour de ce rapport, ça a été de montrer que Oxfam a calculé que, alors qu'on vit la crise économique la plus grave depuis un siècle, les 1000 personnes les plus riches dans le monde, donc les 1000 milliardaires les plus riches, ont retrouvé en seulement 9 mois la richesse qu'ils avaient avant la crise. Et dans le même temps, on a des centaines de millions de personnes qui sont en train de basculer dans la pauvreté et qui risquent d'y rester pendant plus de 10 ans. Ça, c'est des chiffres qu'on a calculés sur la base des données du classement Forbes, des grandes fortunes, sur les données du Crédit Suisse et aussi sur les projections de la Banque mondiale. Le rapport révèle aussi que certains milliardaires se sont enrichis pendant la crise. C'est le cas d'un certain Bernard Arnault, dont la fortune a augmenté de 40% entre janvier et décembre 2020. Le rapport montre aussi que les femmes sont particulièrement impactées par cette crise parce qu'elles sont surreprésentées dans les métiers précaires, dans les métiers qui sont peu rémunérés, mal rémunérés, majoritairement dans les secteurs du soin et du social. On a actuellement 740 millions de femmes qui travaillent dans le secteur informel, donc avec une protection sociale qui est très faible. Et enfin, la crise met en lumière et risque d'accroître les inégalités raciales. Par exemple, au Brésil, on montre que les personnes afrodescendantes sont plus susceptibles de mourir du Covid. De la même manière, aux États-Unis, on observe le même phénomène pour les populations noires et hispaniques. La France, tu le disais Marion, n'est pas épargnée par cette situation. On a décidé de développer une analyse poussée aussi sur la France parce qu'on voit bien depuis un an que tout le monde tire la sonnette d'alarme sur la situation. Et effectivement, on est allé calculer et on a constaté que les milliardaires français ont gagné entre mars et décembre 2020 175 milliards d'euros. 175 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois le budget de l'hôpital public. Et si on compare aux autres milliardaires dans le monde, c'est la 3e plus forte progression après la Chine et les États-Unis. Donc on peut dire que les milliardaires brillent par leur situation. Mais le problème, c'est que dans le même temps, vous le voyez partout, vous le lisez dans la presse, vous entendez d'autres associations comme Oxfam qui tirent la sonnette d'alarme sur la situation des personnes les plus pauvres en France. Tous les signaux de la pauvreté sont en train d'exploser. Et le signe le plus fort, le plus frappant, je crois que c'est celui du nombre de bénéficiaires à l'aide alimentaire. On a tous été extrêmement choqués par les queues dans les distributions d'aide alimentaire. On estimait qu'à l'automne dernier, 8 millions de personnes demandaient de l'aide alimentaire. Avant la crise, c'était 5,5 millions de personnes. Et 8 millions, c'est une estimation qui est basse selon les associations. Voilà pour donner un état des lieux de la situation. Merci Pauline. Et du coup, cet état des lieux, il pose quand même une première question, et je me tourne encore vers toi, mais je pense qu'on reviendra, les éléments du webinaire, des échanges nous en diront plus. C'est sur cette augmentation, cette récupération des webinaires, voire l'augmentation de la fortune des milliardaires. Comment est-ce que c'est possible alors qu'on a eu une économie à terre, voire à l'arrêt en France et ailleurs pendant quelques temps? Donc en fait, comment est-ce que cette prospérité peut se poursuivre alors que l'économie ne fonctionne pas? Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit, ce n'est pas par la main invisible du marché, c'est qu'il y a eu des décisions politiques, des choix politiques, et du coup, c'est tout l'enjeu de la discussion de ce soir, et Pierre Madec et Quentin vont certainement développer. Mais en tout cas, comment ça s'explique? C'est que les gouvernements et la Banque centrale européenne ont décidé dès le mois de mars d'injecter des centaines de milliards d'euros sur les marchés financiers. On estime que c'est au moins 2000 milliards de dollars qui ont été injectés sur les marchés financiers.
Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fortune des milliardaires, elle est très fortement corrélée à la santé économique des entreprises dans lesquelles ils possèdent des parts, des actions. Donc, à partir du moment où on décide de renflouer les marchés financiers, de manière automatique, ça fait gonfler la fortune des milliardaires. C'est comme ça qu'ils ont récupéré en moins de 9 mois leur fortune. À titre de comparaison, après la crise de 2008, qui a été une crise aussi violente, il leur a fallu 5 ans aux milliardaires pour récupérer leur richesse d'avant-crise. Donc, on voit bien qu'on est arrivé à un niveau indécent quand on sait que de l'autre côté, des centaines de millions de personnes tombent dans la pauvreté. Et au-delà de cette décision politique qui concerne les marchés financiers, il y a une tendance à long terme, et du coup, je laisserai Quentin et Pierre Madec développer. C'est la conséquence de choix politiques, de choix fiscaux, de choix budgétaires, et notamment de réduction de plus en plus forte de la contribution des plus riches à l'impôt. Merci. On fait un peu de teasing avant la suite du webinaire. Et en fait, dernière question aussi pour comprendre. En fait, on parle voilà, des milliardaires d'un côté, des personnes qui tombent dans la pauvreté de l'autre. Oxfam est une association de lutte contre la pauvreté initialement, puis a beaucoup ensuite travaillé sur la question des inégalités. Et on peut se demander un peu pourquoi. Enfin, en fait, quel lien entre d'un côté ces milliardaires et ces plus pauvres? Et si je peux tourner la question différemment, qu'est-ce que ça change à la vie des plus pauvres que quelques centaines, quelques milliers de milliardaires s'enrichissent encore un peu plus? Parce que ce n'est pas forcément évident. En fait, nous, Oxfam n'a pas un problème avec la richesse, on n'a pas un problème avec les riches, avec les super riches. Je crois qu'on peut aussi discuter de l'utilité d'un milliardaire, mais on a un problème avec les inégalités. Ce qui nous pose problème, c'est cette concentration extrême des richesses entre les mains de quelques-uns. En fait, on ne pourra pas accepter qu'il y ait 2 fois plus de milliardaires dans le monde en 10 ans, puisque c'est la réalité, quand dans le même temps, comme je le disais tout à l'heure, on a près de la moitié de la population qui vit avec moins de 5 € par jour. En France, on a 4 fois plus de milliardaires que depuis 2008, et dans le même temps, une personne sur 8 pointe à l'aide alimentaire. Donc en fait, ce qu'Oxfam combat, c'est cette indécence, cet écart extrême des richesses qui est insupportable. Et c'est un constat qui est partagé aujourd'hui par des grandes institutions internationales qui, depuis plusieurs années maintenant, et c'est un changement idéologique qui est intéressant à avoir en tête, un changement culturel, de dire que les inégalités sont un problème. Il n'y a rien de positif et de naturel à ça, que les inégalités, ça freine les progrès dans la lutte contre la pauvreté. 2, c'est un frein à la croissance. Donc là, pour reprendre les termes du FMI ou de la Banque mondiale, on est d'accord ou pas d'accord. Et 3, ça fracture nos sociétés. C'est un vrai danger pour nos démocraties. Avant cette crise sanitaire, nous, on était beaucoup préoccupés. Quand je dis nous, c'est Oxfam et d'autres associations et d'autres organisations, par tous les pays qui sont embrasés sur des questions d'inégalité et voilà, qui ont mis en lumière le problème que constituent les inégalités. Donc, ce n'est pas une question de richesse, c'est une question d'écart, en fait. Hop, je réactive mon micro. Je pense que c'est plus clair. Et puis en plus, tout le propos qui va venir va aussi expliquer ça. Et on a déjà des questions, mais pourquoi taxer les plus riches? C'est une solution, il y en a d'autres, etc. On arrive dessus, ça y est. Donc voilà, on a dressé le constat. Je pense que c'est vraiment la première étape. C'est comme ça aussi que Oxfam travaille. Mais bien sûr qu'après, il faut porter des changements. Il y a des solutions à développer. Le constat ne suffit pas. Et justement, pour lutter contre les inégalités, Oxfam a toujours défendu le recours à la fiscalité, à une fiscalité réformée, plus juste selon nous. Et voilà, à ce sujet, les réformes fiscales en France, donc pour faire un focus là plus précis sur la France, de ces dernières années, notamment à partir de 2017, ont beaucoup été interrogées, pour ne pas dire dénoncées. Et je pense que c'est important de revenir dessus pour introduire ce débat sur faut-il taxer les plus riches. Et là, Pierre Madec, je me tourne vers toi. L'OFCE travaille sur ces réformes fiscales, entre autres dans ses multiples travaux, notamment depuis la réforme fiscale de 2017, qui avait instauré la suppression de l'ISF, la mise en place d'une flat tax. Pour commencer, pour bien comprendre, parce que même moi, je ne suis pas au clair, est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est la flat tax? Je pense que l'ISF, tout le monde connaît à peu près sur le principe, mais la flat tax, j'avoue que c'est un peu plus obscur. Pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement.
Alors, la flat tax, qui en fait s'appelle le prélèvement forfaitaire unique et pas la flat tax, l'idée de la réforme, quand Hollande est arrivé président de la République, il est parti d'un constat qui est de dire que, à l'époque, donc en 2012, on avait des revenus du capital, des revenus financiers, mais aussi des revenus immobiliers issus des loyers perçus par un certain nombre de propriétaires, qui n'étaient pas taxés de la même façon que les revenus du travail, que, en gros, pour faire court, les salaires. Et donc, Hollande, l'une de ses promesses de campagne, ça a été de dire, moi, ce que je veux, c'est ramener de la justice fiscale, de la justice sociale, et donc je veux taxer de la même façon les revenus du travail et les revenus du capital. Donc, il a de fait soumis les revenus du capital, les revenus financiers, les revenus immobiliers au barème de l'impôt sur le revenu. Et donc, que vous touchiez 100 € de votre salaire ou 100 € de vos loyers perçus ou 100 € de dividendes sur les marchés financiers, vous allez être soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, c'est le seul impôt progressif en France. C'est le seul impôt qui fait que plus vous gagnez de l'argent, plus vous êtes taxé, en proportion de l'argent que vous gagnez. Donc, c'est, théorie en tout cas, l'impôt le plus juste qui existe dans le système fiscal français. Et donc ça, c'était la promesse d'Hollande. Il l'a tenue. En 2012-2013, il y a eu une réforme fiscale. Ce qui a fait Emmanuel Macron, lui, en arrivant au pouvoir, s'il est revenu sur cette réforme, et il a dit non, c'était une mauvaise réforme. Il ne faut pas taxer les revenus du capital, il ne faut pas taxer les revenus financiers comme les revenus du travail, il faut les taxer moins. Et donc, il a dit, on va arrêter de les soumettre, ces revenus financiers, au barème de l'impôt sur le revenu, mais on va les soumettre à un taux forfaitaire qui est de 30%. Et donc, quel que soit votre niveau de revenu financier, vous allez payer 30% d'impôt sur ces revenus et plus le montant que vous auriez payé si vous étiez soumis au barème de l'impôt. C'est un peu technique, ça peut paraître un peu technique comme ça, mais ça a des conséquences très importantes parce que déjà, c'est un coût budgétaire de revenir sur la réforme d'Hollande. C'est-à-dire que ça a coûté, alors selon les estimations, selon si on prend en compte des effets de comportement, comme on l'appelle en économie, c'est-à-dire si on prend en compte le fait que du coup les riches ont changé leur choix d'investissement ou pas, mais en tout cas, si on prend la réforme, ce qu'elle coûte, sans effet de comportement aux finances publiques, c'est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Donc 1,5 milliard d'euros, comme ça peut ne pas paraître énorme, mais vous faites 1,5 milliard d'euros sur le prélèvement forfaitaire unique, plus un peu plus de 3 milliards sur l'ISF, et vous arrivez vite à peu près 5 milliards d'euros d'impôts en moins pour les ménages les plus riches. Parce que c'est les ménages les plus riches qui ont des revenus financiers, et parce que c'est les ménages les plus riches qui ont du patrimoine immobilier. Sur le principe, baisser les impôts des ménages les plus riches, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème en soi à baisser la fiscalité, il n'y a pas de problème en soi à baisser la fiscalité sur les ménages les plus riches. Mais comme l'a dit Pauline, le problème, c'est comment on finance ces baisses d'impôts, en réalité. Et si on regarde depuis 2017, comment ces baisses d'impôts ont été financées, c'est là que le problème se pose. C'est-à-dire qu'elles ont été financées en baissant les APL, en sous-indexant les pensions de retraite, elles ont été financées en augmentant la fiscalité écologique, donc la fameuse taxe carbone avec, je ne sais pas l'histoire, les gilets jaunes, tout ça. Elles ont été financées, ces réformes sur la fiscalité du capital, en augmentant la fiscalité sur le tabac. Alors c'est très bien, il faut augmenter la fiscalité sur le tabac, il faut que les gens arrêtent de fumer. Je cache ma cigarette électronique pour que vous ne la voyez pas. Mais toutes ces fiscalités-là, elles sont ce qu'on appelle régressives, c'est-à-dire que c'est plutôt les riches, plutôt les pauvres qui vont les payer plutôt que les riches, en proportion de leurs revenus toujours. Et évidemment, quand vous baissez les APL, quand vous sous-indexez les pensions de retraite, quand vous faites la réforme de l'assurance chômage, tout ça, c'est plutôt aussi les pauvres qui payent ces réformes-là. Et donc, ce n'est pas tant le fait d'avoir baissé de 5 milliards la fiscalité sur les ménages les plus riches qui pose problème. Le problème, c'est que pour se permettre de baisser la fiscalité sur les ménages les plus riches de 5 milliards, eh ben, on a fait des économies budgétaires, on a augmenté la fiscalité sur les ménages les plus pauvres. Et donc là, on arrive à un point où, en effet, même avant la crise du Covid, on reviendra sûrement sur la crise du Covid, on arrive à un point où, évidemment, les inégalités augmentent. Évidemment, puisqu'on a fait des choix politiques qui, de fait, augmentent les inégalités, uniquement en touchant à l'outil fiscal et en essayant de financer cette réforme de la fiscalité du capital.
Et justement, c'était ma question suivante sur ces travaux de l'OFCE, donc sur la réforme fiscale de 2017 et ses conséquences, et puis enfin, sur les choix vraiment qui sont faits. Est-ce que tu peux un peu nous dire plus précisément si vous avez pu évaluer des conséquences sur les inégalités, notamment des conséquences pour les plus riches, les plus pauvres et aussi les classes moyennes qui peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Est-ce que l'OFCE justement a dressé un peu un constat ou continue de dresser dans la suite de ce que tu disais déjà? Alors, nous, ce qu'on évalue, c'est les réformes quand elles sont prises. C'est-à-dire, on regarde l'impact budgétaire, on regarde qui en profite, qui perd, etc., etc. Bon. De ça, à court terme, on tire un bilan qui est une explosion des inégalités, les ménages qui appartiennent en gros aux 10% les plus pauvres qui perdent parce que fiscalité sur le tabac, fiscalité écolo, APL, tout ça. Les ménages les plus riches qui gagnent grâce à la fiscalité du capital. Des classes moyennes qui, depuis le début du quinquennat, s'en sortent pas trop mal parce qu'il y a quand même pas mal de réformes à l'adresse des classes moyennes, à l'adresse des gens qui travaillent en réalité, plus que des classes moyennes, parce qu'il y a des retraités dans les classes moyennes et que les retraités ont été largement mis à contribution, mais les actifs, les salariés, on leur a baissé leurs cotisations sociales, on leur a augmenté leur prime d'activité. Donc il y a pas mal de mesures de pouvoir d'achat qui ont été adressées aux classes moyennes. Les vrais perdants, c'est vraiment, une fois de plus, les ménages les plus pauvres. À court terme, ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait la réforme de la fiscalité du capital, quand on baisse de 5 milliards d'euros la fiscalité sur les ménages les plus riches, l'objectif du gouvernement, ce n'est pas d'augmenter les inégalités. Il ne faut pas voir le mal partout. Son objectif, c'est de doper l'investissement. On dit, en baissant la fiscalité sur les ménages les plus riches, on va attirer des ménages riches, on va empêcher que certains riches partent. Et en plus, en faisant une fiscalité un peu attractive sur un certain nombre de produits financiers, on va espérer que les riches investissent. Ce que disent les rapports qui se sont intéressés à cette question, France Stratégie, qui est une instance qui est rattachée au Premier ministre, ou l'Institut des politiques publiques, l'IPP, qui a aussi étudié ces questions-là, c'est que pour l'instant, l'effet sur les inégalités, on le voit bien. On voit bien que les ménages qui ont profité de la réforme ont largement changé leur comportement. C'est-à-dire qu'au moment où Hollande est arrivé au pouvoir, les ménages les plus riches ont dit « arrêtez de verser des dividendes, on arrête de percevoir des dividendes parce qu'elles sont taxées beaucoup, donc laissez les dividendes dans les entreprises ». Au moment où la réforme fiscale de Macron est entrée en vigueur, là, il y a eu une libération des dividendes et donc il y a beaucoup de dividendes qui ont été distribués à ces ménages les plus riches. Là, le rapport de France Stratégie, qui est une fois de plus une instance rattachée au Premier ministre, dit qu'il y a un peu plus de 15 000 ménages qui ont par exemple perçu 1 million de dividendes de plus du fait de la réforme de la fiscalité du capital. Donc, si ces ménages ont réinvesti chacun ce million de dividendes perçus, une fois de plus, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que le rapport de France Stratégie ou tous les autres rapports qui ont traité de ce sujet-là disent que pour l'instant, c'est trop tôt pour juger de ce qu'ont fait les ménages avec cet argent. Et ça va être extrêmement difficile de voir un effet parce qu'en réalité, à l'image d'autres réformes fiscales qui ont pu être mises en place, il n'y a aucune contrepartie qui ont été demandées aux ménages les plus aisés qui ont profité de la réforme. C'est-à-dire, on n'a pas dit aux gens, on baisse vos impôts et vous allez investir dans des PME françaises. On a dit, on baisse vos impôts et on vous fait confiance. Peut-être que vous allez investir dans des PME françaises, peut-être que vous allez investir dans des entreprises du CAC 40, ou peut-être que vous allez investir dans des boîtes qui ne sont même pas cotées en France, qui ne sont même pas françaises, et donc vous allez faire de l'investissement dans un autre pays, financé sur un peu de l'argent public, parce que c'est quand même nous qui payons cette baisse d'impôts. Et donc cette absence de contrepartie demandée, elle pose aussi un certain nombre de questions. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ce n'est pas tant la baisse d'impôts qui pose problème, c'est son financement et le fait qu'en contrepartie, on n'ait rien demandé aux ménages les plus aisés. Là-dessus est arrivée la crise sanitaire et la crise économique. Bon courage à ceux qui voudront suivre les effets de la réforme de la fiscalité du capital, parce que ça va être compliqué d'isoler les effets de la crise sanitaire et des réformes qui ont pu être mis en place. Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair pour tout le monde. Voilà, des petits commentaires sur le ruissellement. Je pense qu'on connaît à peu près l'opinion là-dessus. Quentin, je me tourne vers toi. Justement, donc sur cette réforme-là, et puis quand on parle de
taxer les plus riches, il y a un choix très marquant et clivant qui est l'ISF, supprimer, restaurer l'ISF. C'est un débat infini, on voit que ça clive beaucoup. Pour certains, c'est un peu présenté comme la solution miracle, pour d'autres, clairement une mesure politicienne, voire contre-productive. Et voilà, est-ce qu'on est dans un débat idéologique ou est-ce qu'aujourd'hui on peut un peu mesurer l'impact de cette suppression ou de son instauration, et notamment est-ce que ça a permis, c'était un peu le grand argument, d'éviter l'exil fiscal des plus riches en supprimant l'ISF? Est-ce qu'on a déjà un retour qui nous permettrait de dire, ben, taxer les plus riches, finalement, ce n'est pas une bonne idée, on a vu que supprimer l'ISF, c'était plutôt bien. Bonjour à toutes et à tous. Sur la question de l'ISF, je pense qu'effectivement, il faut se poser la question de l'idéologie et de qui fait de l'idéologie. Tu as parlé de la question de l'exil fiscal, qui était un des principaux arguments qui était avancé par la majorité et le gouvernement Macron lors de la réforme de 2017. Il faut effectivement se poser cette question, puisqu'on avait cet argument qui était avancé que l'ISF, ça fait fuir les plus riches. Le problème est que lorsqu'on regarde les chiffres, c'est largement contesté et contestable. Quand je parle des chiffres, ce n'est pas forcément des chiffres d'Oxfam, hein, c'est des chiffres du ministère des Finances notamment. Qu'est-ce qu'ils disaient ces chiffres? Ils disaient que sur les 10 dernières années, en moyenne, la part des contribuables soumis à l'ISF qui tentaient l'exil fiscal était environ de 0,2%. Donc on avait une réforme, on a eu une réforme fiscale qui a été justifiée sur le comportement supposé de 0,2% des contribuables. Par ailleurs, est-ce qu'ils partent de France pour des questions fiscales ou pour des questions autres parce qu'ils ont d'autres projets personnels, familiaux, etc. Ça, on n'était pas capable de le savoir. En revanche, on avait 99,8% des contribuables à l'ISF qui restaient et qui payaient. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est à avancer sur l'ISF, c'était la question de l'investissement. Est-ce que ça va relancer l'investissement? Pierre en a déjà parlé. On n'est pas à ce stade capable de pointer un effet positif entre la suppression de l'ISF et la relance de l'investissement. En revanche, on est capable de pointer certains effets de bord qui n'étaient pas attendus, puisque finalement, on a un peu inversé la logique. Au moment où on avait l'ISF, on avait ce qu'on appelle des niches fiscales. Donc, on disait à des milliardaires français, vous payez l'ISF, sauf si vous investissez dans les PME. Vous payez l'ISF, sauf si vous donnez de l'argent à des associations et donc votre ISF, il est réduit. Ce qu'on a vu avec la suppression de l'ISF, c'est par exemple une forte chute des investissements dans les PME. Donc, on a des gens qui donnaient, qui investissaient dans les PME, mais avec la suppression de l'ISF, se disent bah, du coup, c'est beaucoup moins rentable. Je vais potentiellement, donc ça, il faudra avoir plus de chiffres pour le vérifier, mais je vais potentiellement réinvestir dans une grande boîte, je vais réinvestir, spéculer sur les marchés financiers parce que ça sera beaucoup plus rentable. Et donc, effectivement, tout le problème, c'est de se dire pourquoi, quel était l'objectif de la suppression de l'ISF. L'exil fiscal, on voit qu'il faut quand même un peu border la question parce que la proportion d'exil fiscal elle est quand même plutôt limitée. L'investissement, il n'y a pas encore d'impact. En revanche, l'impact, et ça a été documenté par France Stratégie, il est budgétaire et il est très clair. Donc, il y a eu un choix politique. Maintenant, cette question, il faut se la reposer à l'aune de la crise du coronavirus. On est dans une situation, Pauline le montrait, où les plus riches se sont enrichis pendant la crise. On est dans une situation où on fait face à des dépenses sociales sans précédent pour protéger la population française, qui ne sont par ailleurs pas assez ambitieuses. Et on a déjà ce débat qui a été lancé par le gouvernement, par certains membres du gouvernement, de qui va payer la facture du coronavirus. Et donc, la question de la taxation des plus riches, la question de la fiscalité sur les plus riches, c'est une question de bon sens actuellement, beaucoup plus qu'une question idéologique. Et voilà comment clore le débat sur l'ISF. Merci Quentin. On est tous d'accord. Voilà, on a dressé un peu le constat sur les réformes d'avant. Alors après, on peut parler un peu de maintenant, mais je pense que c'est important pour voir aussi la tendance, pour voir les choix qui ont été faits et du coup mieux comprendre un peu les changements qu'il y aurait à opérer. Et donc, une fois un peu tout ça établi, la grande question, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que taxer les plus riches est bien une solution? Est-ce qu'on a des éléments qui permettraient d'étayer ce propos, par exemple des exemples dans d'autres pays ou par le passé? Donc ça, c'est la première question et on reviendra ensuite, bien sûr, après sur concrètement, on dit taxer les plus riches, mais ça ressemblerait à quoi pour le faire? Pauline, peut-être je me tourne vers toi. En plus, j'ai une question de Larbi, parce qu'il y a une question simple, mais essentielle. Est-ce que les plus riches seraient d'accord pour se faire taxer plus?
Eh ben, j'ai plusieurs exemples à vous donner. C'est vrai que du coup, là, cette question-là est remise en lumière avec la crise et occupe beaucoup le débat public, mais ce n'est pas nouveau. L'année dernière, il y a un collectif de millionnaires et milliardaires qui se regroupent sous le nom des millionnaires patriotes, qui avait publié dans une lettre ouverte il y a un an, donc au moment où on avait sorti notre rapport annuel, pour demander à être plus taxés pour financer la lutte contre les inégalités, en disant que voilà, c'était l'urgence de la planète et que les taxer, ça faisait partie des solutions prioritaires à mettre en œuvre et pas seulement recourir à la philanthropie, parce qu'on entend souvent, oui, il faut que les milliardaires donnent aux associations. Non, pour s'attaquer au problème à la racine, c'est par la fiscalité. On a notre milliardaire Bill Gates qui a récidivé à nouveau cette année, toujours à l'occasion de notre rapport sur les inégalités, qui à nouveau a fait une sortie pour dire qu'il souhaitait être taxé davantage, et il l'a fait régulièrement par le passé. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en 2011, le milliardaire Warren Buffett, qui est aujourd'hui la troisième fortune mondiale, avait publié sa feuille d'impôt. Et il avait révélé sans aucune gêne et avec une grande surprise qu'il payait proportionnellement moins d'impôts que sa secrétaire, donc qu'un Américain moyen, avec un taux d'imposition autour de 17%, quand le taux d'imposition moyen était beaucoup plus élevé. Donc, ça avait un peu frappé les esprits, et ça montre toute l'absurdité du système fiscal aux États-Unis et qu'on retrouve dans d'autres pays dans le monde. Le FMI a aussi publié, alors FMI, j'assimile pas FMI et milliardaire, mais pour dire qu'en termes d'institutions internationales qui sont en train de changer, on va dire, de braquet et d'idéologie, justement, a publié plusieurs rapports depuis plusieurs années maintenant pour demander à ce que les gouvernements taxent davantage les plus riches pour lutter contre les inégalités, financer les politiques publiques qui luttent contre les inégalités. Et puis, je voulais partager avec vous un sondage qui nous vient des États-Unis. Donc, on sait que c'est une mesure qui est populaire en France, de taxer les plus riches. Mais aux États-Unis, on pourrait penser que c'est un pays qui est un peu plus conservateur sur ces questions. Mais en fait, non, il y a un sondage récent qui montre que 2 tiers des Américains sont favorables à taxer les très riches pour financer des politiques publiques visant à réduire les inégalités. Donc, les plus riches sont prêts. Alors, allons-y. Bon, je grossis un peu de trait. Il faut rebondir dans cette lettre des millionnaires et milliardaires publiée l'année dernière. Il n'y avait aucun Français, donc on n'avait pas manqué de le souligner. Et voilà, il y avait une majorité d'Américains, mais pas que, mais pas de Français. Alors, les milliardaires hors France. Pierre, je me tourne vers toi sur cette question de taxer les plus riches aujourd'hui, sur un peu ta lecture des choses, et puis peut-être pour rentrer au-delà de l'idée, un peu plus dans le vif du sujet aussi, sur quelle forme est-ce que ça pourrait prendre, ça devrait prendre, selon toi, pour être efficace face à la situation actuelle. Alors, pour répondre à la question, pas facile de répondre à la question est-ce qu'il faut taxer les plus riches? Peut-être qu'il faut commencer par un constat. Le constat, c'est de dire, bon, là, donc il y a eu la crise sanitaire, la crise économique. Elle a montré quoi, la crise sanitaire et économique? Elle a montré deux choses. C'est que, d'abord, il y a un besoin d'investissement dans un certain nombre d'infrastructures, dans l'hôpital, enfin, voilà, de l'investissement sur le long terme. Il y a d'ailleurs un plan de relance très fortement basé sur l'investissement qui a été proposé par le gouvernement. Pour financer l'investissement, il n'y a pas trop de problèmes. Il suffit de s'endetter, les taux d'intérêt sont bas, et donc les investissements de long terme, bon, la dette peut être à court ou moyen terme une réponse aux besoins d'investissement. Mais le problème, c'est que la crise sanitaire et économique, elle n'a pas juste montré qu'il y avait un besoin d'investissement, elle a aussi montré qu'il y avait un besoin de dépenses publiques. Dépenses publiques parce qu'il faut embaucher des médecins, il faut embaucher des infirmiers, des infirmières. Dépenses publiques parce qu'on a bien vu qu'il y avait quand même des trous dans la raquette de la protection sociale, notamment chez les étudiants, notamment chez les travailleurs précaires. Voilà, et on le savait, tout ça, mais la crise sanitaire et économique a quand même mis la lumière sur
certain nombre de carences de notre système de protection sociale. Et le système de protection sociale, on ne peut pas le financer avec de la dette. On ne peut pas vivre à crédit sur le système de protection sociale. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre, d'un côté, les impôts et de l'autre côté, la dépense publique. Et que la solution qui a été mise en place depuis maintenant des décennies, de dire non, mais on va baisser la dépense publique, on va baisser les impôts, c'est comme ça qu'on va aller mieux, elle atteint clairement aujourd'hui ses limites. Donc, ce qu'il faut, c'est augmenter la dépense publique, en tout cas dans certains secteurs prioritaires. Donc, ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts. Donc, après, on peut se dire, bon, bah, OK, il faut augmenter les impôts, qui va payer? Bah, on va regarder qui paye le moins d'impôts aujourd'hui. Qui paye le moins d'impôts en proportion de son revenu, bah, c'est les ménages les plus riches. Donc, du coup, on se retrouve, mais on est obligé, c'est pas de l'idéologie là pour le coup. On se retrouve à être obligé de répondre oui, il faut taxer les plus riches parce qu'en réalité, c'est la seule façon de répondre à la démonstration que j'ai essayé de formuler juste avant. Comment on fait? Bon, bah, comment on fait? Il y a plein de solutions pour le faire. On peut certes rétablir l'ISF, on peut revenir sur un certain nombre de réformes fiscales. On peut aussi dire, bah, pourquoi pas imaginer un nouveau système d'impôt un peu plus juste, un système d'impôt où chacun contribuerait à la hauteur de ses revenus. On parle beaucoup, alors on en parlera, je crois, après, de l'évasion fiscale, mais avant de parler de l'évasion fiscale, il faut peut-être aussi parler un peu des niches fiscales et de l'évasion ou l'optimisation fiscale qui est organisée de façon totalement légale en France. L'impôt sur le revenu, juste pas pour vous asséner plein de chiffres, mais l'impôt sur le revenu, c'est un peu plus de 70 milliards d'euros. Les niches fiscales assises sur l'impôt sur le revenu, c'est la moitié. Donc, c'est à peu près 35 milliards d'euros. Donc, vous avez déjà un impôt sur le revenu qui est très faible, parce que je l'ai dit juste avant, c'est le seul impôt progressif en France, c'est normalement l'impôt le plus juste. Alors, il l'est de moins en moins parce que, pour tout un tas de raisons, on a baissé voulu baisser l'impôt sur le revenu. Hollande l'a fait, Macron l'a fait encore récemment en baissant les premières tranches, l'impôt pour les premières tranches. C'est très bien de baisser l'impôt sur le revenu. Bon, en réalité, la majorité des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu, donc l'impôt sur le revenu n'est plus un problème. Mais le fait est que c'est pour l'instant l'impôt le plus juste, mais il est limité par un certain nombre de niches fiscales qui profitent elles aussi aux ménages les plus riches, parce que c'est les ménages les plus riches qui payent l'impôt sur le revenu. Donc peut-être qu'une remise à plat fiscale, une remise à plat, certains parlent de fusion par exemple entre, alors sans rentrer dans la technique, mais une fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Aujourd'hui, la CSG, qui a augmenté sous le gouvernement en place, c'est un impôt qui est pour le coup pas très juste parce qu'il prend en proportion du revenu la même chose, quel que soit votre niveau de revenu. Quels que soient vos revenus et quel que soit votre niveau de revenu, vous payez à peu près le même montant, enfin la même part de CSG. Et la CSG, c'est 130 milliards d'euros. Donc c'est presque 2 fois plus que l'impôt sur le revenu. Donc on a d'un côté un impôt qui taxe les revenus, qui est relativement injuste parce qu'il est proportionnel, qui pèse 130 milliards. De l'autre côté, un impôt qui est plutôt juste parce qu'il est, lui, progressif, mais qui perd chaque année en recettes fiscales parce qu'on le rabote, parce qu'on rajoute des niches. Il y a 450 niches fiscales, hein, il faut quand même avoir une idée de ce que ça représente. Et donc, une remise à plat de ça, de la CSG, de l'impôt sur le revenu, essayer d'aboutir, peut-être pas forcément à court ou moyen terme d'ailleurs, à une augmentation des impôts, mais peut-être juste à des impôts plus justes, ça pourrait être une idée. C'est-à-dire, si vous baissez la CSG, vous n'avez pas forcément besoin d'augmenter un certain nombre de prestations sociales qui sont adressées aux classes moyennes parce que vous avez baissé un impôt qui paye, qui est la CSG. Après, il y a des mesures d'urgence à prendre qu'il va falloir financer, notamment sur les étudiants, sur les travailleurs précaires ou sur les travailleurs de certains secteurs très exposés. On pourrait très bien penser à très court terme, hein, une fois de plus, à une contribution exceptionnelle, peut-être pas d'ailleurs sur le patrimoine comme l'est l'ISF, mais plus sur les revenus, parce que c'est sûr que la crise, au-delà des milliardaires, il suffit de regarder le cas français, hein, vous avez tout un tas de gens qui ont été plutôt protégés, hein, les cadres très bien rémunérés qu'on puisse mettre en télétravail, eux, ils n'ont pas eu trop de problèmes. La crise sanitaire n'a pas trop touché leurs revenus. Et en plus, du fait de la fermeture d'un certain nombre de commerces, ils ont épargné beaucoup.
chiffre à un peu moins de 100 milliards d'euros l'épargne accumulée par les ménages depuis maintenant un an, un peu moins de 200 milliards d'euros. Et pendant ce temps-là, vous avez tout un tas de gens, soit qui ont perdu leur boulot, soit qui ont dû continuer à aller bosser et qui se sont exposés du coup au virus. On les a appelés en première ligne, en deuxième ligne, je ne sais plus trop comment on les a appelés, mais le plus souvent, ce n'étaient pas des gens très très bien rémunérés. Donc potentiellement, on pourrait aussi imaginer un certain nombre de revalorisation pour ces ménages-là. Donc, en plus de mettre en lumière un certain nombre d'inégalités, Pauline l'a dit en partie, mais la crise, elle a aussi exacerbé un certain nombre d'inégalités. Et la question, ne serait-ce que de taxer cette épargne accumulée pendant le confinement, c'est une question qui est aussi dans le débat. Moi, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais certains économistes réfléchissent à cette question-là. Soit il faut la mobiliser d'urgence, mais on va avoir le plus grand mal à le faire, soit il y a un moment ou un autre, il va falloir se poser la question de comment on la taxe. Beaucoup de questions dans le débat. Quentin, la parole est à toi sur cette question de taxer les riches et comment faire. Et puis, est-ce qu'on a des exemples dans d'autres pays, etc. Et puis, il y a des questions dans le chat sur est-ce que c'est la seule solution? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Voilà. Et puis aussi une grande question qui revient souvent, finalement, est-ce que le problème, c'est pas le montant des dépenses sociales en France qui seraient plus élevés qu'ailleurs? Donc voilà, je te fais un package de tout ça et je te passe la parole. Merci. Oui, le problème, il n'existe pas qu'en France, évidemment. On a, et on l'a vu pendant la crise, on avait un très grand nombre de travailleurs qui vivaient sans protection sociale, sans filet de sécurité, qui vivaient avec une rémunération finalement juste au-dessus du seuil de pauvreté. Et si on a des centaines de millions de personnes qui ont basculé dans la pauvreté à cause de la crise, c'est bien qu'on avait un problème de protection sociale qui existait dans de nombreux pays. Et on a ce mécanisme qui a été décrit par Pierre et par Pauline avant, qui existe dans ces pays, c'est-à-dire que on a une baisse d'impôts sur les plus riches, une baisse d'impôts sur les grandes entreprises aussi, qui arrive parce que finalement, il y a une compétition entre les États. On a un pays qui dit, bon, bah, très bien, moi, je vais baisser mon impôt sur mes entreprises, par exemple, au hasard, les États-Unis. Et derrière, on a la France qui dit, ah, bah, très bien, moi, je vais faire la même chose. Puis le Royaume-Uni qui dit, bah, très bien, moi aussi, je vais faire la même chose. Puis l'Allemagne qui dit, je vais faire la même chose. Et finalement, c'est une course au moins-disant fiscal qui fait qu'on obtient de moins en moins de recettes fiscales des grandes entreprises. Donc, typiquement, les grandes entreprises, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, on avait un taux d'impôt sur les entreprises qui était de l'ordre de 40%. Aujourd'hui, en moyenne, il est plutôt de l'ordre de 25%. Et si on continue sur la même trajectoire, il pourrait très rapidement arriver à 0%. On avait calculé à l'époque, il y a quelques années, qu'on était sur une trajectoire pour arriver à 0% d'ici 2050. Et ce phénomène, il existe aussi pour les plus hautes tranches d'impôt sur le revenu. Donc, idem, dans les années 70, c'était plus de 60%, les tranches supérieures. Aujourd'hui, c'est quand même de l'ordre de moins de 40%. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque un État doit baisser ses impôts sur les entreprises ou ses impôts sur les plus riches? Il doit compenser. Compenser soit en augmentant les impôts sur le reste, les classes moyennes ou les plus vulnérables. On montrait dans le rapport qu'a présenté Pauline que sur une centaine de pays, on voyait un recul de 10 points des recettes dans le PIB d'impôt sur les sociétés, un recul de 2 points d'impôt sur la fortune, mais une augmentation de 13 points des cotisations sociales, d'impôt sur le revenu qui touche quand même beaucoup plus les travailleurs que les plus riches. Donc ça, c'est un premier type de choix des gouvernements. Et le deuxième choix, et Pierre l'a bien énoncé, c'est celui de couper dans les services publics. Donc, ça explique aussi toute une forme de vulnérabilité des pays à travers le monde face à cette crise. Donc, la vulnérabilité face à la crise, c'est évidemment pas un cas français. Et face à cette vulnérabilité, il y a certains pays qui ont décidé de répondre en mobilisant les plus riches. Je pense notamment à l'Argentine qui a mis en place une contribution exceptionnelle sur les grandes fortunes. La Bolivie est en train de le voter. Je crois que c'est en train de repasser au Sénat. L'Espagne, qui a déjà un impôt sur la fortune, est en train de discuter pour le renforcer. Et idem, il y a eu les mêmes discussions qui commencent à avoir lieu en Angleterre, en Allemagne, dans certains États américains. Donc, ce n'est pas un sujet franco-français, ce n'est pas un sujet tabou. Ça commence à arriver. Après, comme le disait Pierre, c'est tout à fait juste. Ce n'est pas la seule solution. Et surtout, il ne s'agit pas de taxer pour taxer. Il s'agit de se dire comment on fonctionne et comment on finance un modèle qui soit beaucoup plus juste et beaucoup plus durable parce qu'on sait que ça ne sera pas la dernière crise à laquelle on va devoir faire face. Donc, il faut repenser notre modèle de protection sociale. Il faut repenser la manière dont on protège les plus vulnérables et ça demande de l'argent. Donc oui, les dépenses sociales, ça coûte de l'argent, mais ça protège les plus vulnérables et finalement, c'est dans l'intérêt de l'ensemble de la société, y compris les plus riches,
de ne pas avoir une société fracturée par les inégalités. Parce que les inégalités, ça provoque des problèmes de santé, ça provoque des problèmes de sécurité, y compris. Et donc, la question des inégalités, elle vaut à la fois pour les plus pauvres et pour les plus riches. Merci. Et j'ai des questions dans le chat. J'ai Bernard qui s'inquiète qu'on ne réponde pas aux questions, mais ça va venir, Bernard. On garde un fil aussi et une trame. En fait, je prends deux questions. Une philosophique, je vous la livre. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas aussi un travail, alors un changement de société tel global, pour éviter que des plus riches deviennent aussi riches, un peu limiter cet accaparement de richesse extrême? Et sur ces, Pierre, tu t'en parlais tout à l'heure, sur finalement ces aides fiscales, enfin ces baisses fiscales, notamment aux plus riches, et finalement on voit que l'investissement, le ruissellement n'existe pas. Est-ce qu'il n'y a pas des logiques finalement de contrepartie qui pourraient être instaurées, d'obligation de réinvestissement et d'orientation aussi de l'investissement dans une économie réelle et pas sur les marchés financiers? Est-ce que là-dessus, il y a des discussions qui sont en cours sur ces deux champs? Et Quentin, je te laisse commencer puisque tu as la parole, et puis Pierre, rebondir là-dessus. Absolument, mais c'était typiquement dans l'ISF, il y avait un impôt, mais il y avait des offres qui étaient faites à ceux qui voulaient investir dans l'économie réelle pour dire vous paierez beaucoup moins d'impôts si vous investissez dans l'économie réelle. Et la suppression de l'ISF, finalement, on a renversé la logique. Donc, on n'a pas dit vous payez des impôts sauf si vous investissez dans l'économie réelle. On a inversé la logique en disant on va partir du principe que vous investissez dans l'économie réelle si on vous supprime vos impôts et on ne va pas contrôler. Donc, il y a vraiment une logique qui a été mise en place de dire on fait confiance aux plus riches dans l'investissement. Ce qui est assez intéressant, c'est que, et on le dénonçait dans le rapport qu'on a publié en janvier dernier, c'était finalement ce deux poids deux mesures, y compris dans la contrepartie. Lorsqu'il faut verser des aides aux plus précaires, les personnes qui sont au RSA, il y a des contrôles sur les comptes en banque, il y a des contrôles sur l'utilisation des sommes versées. Et finalement, cette logique de contrôle, lorsqu'on essaye de l'appliquer sur les aides aux grandes entreprises, ça a été une des grandes batailles d'Oxfam ces 6 derniers mois, de demander des contreparties pour les aides au plan de relance, ou lorsqu'on verse de l'argent, lorsqu'on baisse les impôts des plus riches, tout de suite, la question de la contrepartie, elle est beaucoup plus difficile à mettre en place. Donc, il y a, pour le coup, une vraie question d'idéologie dans le contrôle de l'argent public et la manière dont on l'utilise lorsqu'il est donné soit aux plus vulnérables, soit aux plus riches. Non, je suis assez d'accord avec ça. Ça se voit notamment dans le débat actuel sur quelle aide il faut verser aux ménages modestes. Alors on va mettre en place un chèque. Alors soit il est alimentaire, soit il est vert, mais en tout cas il est ciblé. C'est-à-dire qu'on considère que les ménages modestes ou les ménages qui ont été touchés par la crise économique ne sont pas capables eux-mêmes de dépenser correctement leur argent, et donc on va leur faire un chèque, mais une subvention ciblée sur certains produits. Donc ça pose quand même question. On a parlé de l'ISF tout à l'heure et de sa suppression, et Quentin mentionnait l'impact que ça a pu avoir sur l'investissement sur les PME. Ça a aussi eu un impact sur les aides versées aux associations, hein. Et pour le coup, les associations se sont très rapidement rendues compte que l'ISF, quand il existait, avait un impact positif sur les dons que pouvaient faire les ménages les plus aisés. Mais si on veut renverser, alors on peut faire ça, on peut dire on augmente les impôts, mais on essaie de flécher au travers d'un certain nombre de contreparties. On peut aussi avoir un raisonnement un peu inverse. Alors là, je me projette, un exercice intellectuel un peu compliqué qui est de me projeter dans la peau d'un très riche. Et je me rappelle comme ça d'un discours du président de la République qui disait, il n'y a pas si longtemps que ça, on met un pognon de dingue dans les aides sociales, mais on a des millions de pauvres et la pauvreté ne baisse pas, voire elle augmente, c'est scandaleux. Moi, je suis un ménage très riche, je paye énormément d'impôts, je pourrais me dire la même chose. C'est-à-dire, je pourrais me dire, je paye énormément d'impôts, mais on continue à réduire les services publics, on continue à réduire les prestations sociales, il y a toujours autant de pauvres. Donc, comment ça se fait? Est-ce que du coup, un système plus juste, où chacun paierait, on l'a dit, un peu à la mesure de ce qu'il peut, et une redistribution plus efficace aussi des aides aux étudiants, des aides aux ménages les plus modestes, un développement des services publics au travers d'un plan d'investissement, enfin voilà, tout ça. Est-ce que ça participerait pas aussi un petit peu
à l'envie, on parlait tout à l'heure d'envie ou d'acceptation des ménages les plus riches à payer l'impôt, peut-être que ça peut y participer. Alors, une fois de plus, c'est un exercice intellectuel auquel je me livre parce que je paye des impôts, mais je ne suis pas très, très riche. Donc, j'ai du mal à me mettre dans la tête de quelqu'un qui serait. Mais je me dis, si le président de la République a cette réflexion avec l'argent public, qui est de dire on met un pognon de dingue et on n'a pas les résultats, je me mets dans la tête d'un chef d'entreprise ou d'un actionnaire ou d'un ménage très riche, il peut se dire la même chose. Il peut se dire je donne des impôts plus qu'il n'en faut pour un système de protection sociale qui, au final, ne fonctionne pas si bien que ça. Bon, en réalité, il ne fonctionne pas si bien que ça parce que lui-même ne paye sûrement pas assez d'impôts, mais peut-être qu'on pourrait lui faire accepter d'en payer un peu plus si on avait un système qui fonctionnait un peu mieux. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie parce que c'est intimement lié et je pense que ce serait dommage de passer à côté, puisqu'on parle de taxation des plus riches, mais finalement, parler de taxation des plus riches sans parler d'évasion fiscale et de lutte contre l'évasion fiscale, ça peut paraître un peu un non-sens, puisque c'est aussi par ce biais que des sommes astronomiques échappent aux États, sortent complètement de l'économie réelle pour profiter à une infime minorité. Donc, il y a quelques semaines, l'actualité nous a un peu rappelé, malheureusement pas assez fortement. On a plus parlé, selon un journaliste, du biceps d'Olivier Véran que des open lux sortis par le journal Le Monde. Et ça dit aussi quelque chose de notre société et de l'actualité. Mais donc, il y a eu ce nouveau scandale d'évasion fiscale qui a mis en avant le Luxembourg qui est paru. Et finalement, avec assez peu de commentaires, mais qui redit tout cet enjeu derrière ce système d'évasion fiscale. Et du coup, Quentin, est-ce que tu peux rapidement nous décrypter ces open lux pour Luxembourg, ce qu'ils révèlent et peut-être un peu plus largement ce que cette enquête un peu nous dit et nous révèle et remet un peu une pièce dans la machine. Tout à fait, ça remet une pièce dans la machine puisque ce n'est pas le premier scandale d'évasion fiscale qui touche le Luxembourg. Il y avait déjà eu les LuxLeaks 2013-2014. Bon, c'était déjà il y a quelques années et ça montre que le Luxembourg est toujours un paradis, un paradis fiscal et sert toujours de plaque tournante pour attirer à la fois les grandes fortunes et les grandes entreprises pour leur permettre d'échapper à l'impôt. Moi, je retiens surtout 3 éléments de ce scandale. Le premier, c'est qu'on a un système qui permet toujours à certains toujours aussi facilement d'échapper à l'impôt. Et quand je dis certains, c'est parce que l'évasion fiscale, c'est quand même beaucoup plus un sport de riches qu'un sport de pauvres. Et si on regarde notamment les travaux de Gabriel Zucman, on voit que en proportion, les riches ont beaucoup plus recours à l'évasion fiscale que les plus pauvres. Et dans OpenLux, on voit notamment qu'il y a 37 des 50 premières fortunes de France qui ont des participations au Luxembourg qui leur permettent en partie d'échapper à l'impôt. Le deuxième point que je retiens de ce scandale, c'est que c'est un sport qui se pratique avec les paradis fiscaux, qui sont finalement le premier maillon de la chaîne de l'évasion fiscale, et qu'un paradis fiscal, contrairement à ce que le titre peut évoquer, ce n'est pas forcément une île à l'autre bout du monde. Ça peut aussi être notre voisin, ça peut aussi être des pays au sein de l'Union européenne. Pour rappel, Oxfam, on estime qu'il y a 5 pays de l'Union européenne qui sont des paradis fiscaux. Donc, outre le Luxembourg, il y a l'Irlande, les Pays-Bas, Malte et Chypre, et que ces pays-là, les politiques de ces pays-là, elles ont des conséquences sur nos finances publiques à nous, puisque lorsque des grandes entreprises ou des grandes fortunes ont recours à l'évasion fiscale, finalement, elles nous laissent la note à nous. Et c'est finalement tout ça qui entraîne l'exacerbation des inégalités, puisqu'on a des paradis fiscaux qui ont virtuellement pas d'impôts, des pays qui ne sont pas des paradis fiscaux, mais qui, pour devenir compétitifs, baissent de plus en plus leurs impôts sur les entreprises ou sur les grandes fortunes, et qui, du coup, en conséquence, on reboucle avec ce qu'on s'était dit tout à l'heure, qui, du coup, réaugmentent les impôts sur les classes moyennes ou sur les plus vulnérables, ou qui coupent dans les services publics. Donc, évidemment, l'évasion fiscale, c'est un facteur exacerbant c'est un facteur exacerbant des inégalités et on l'a bien vu notamment à travers OpenLux. Merci. Ah, pardon, j'avais dit 3 points, je vais en oublier un, désolé. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas prête. 19h28, ça commence à… Non, le dernier point, mais c'est quand même assez évident, c'est que c'est relativement systémique. Hein, donc on parle du Luxembourg. Au Luxembourg, ce qui est sorti, c'était que la moitié des sociétés financières au Luxembourg étaient des sociétés offshore. Donc, une société offshore, c'est une société qui n'a pas vraiment une activité économique réelle, qui se rapproche plus d'une boîte aux lettres que d'une société avec des employés, des ordinateurs, etc.
et que évidemment le Luxembourg, ce n'est qu'une infime partie des paradis fiscaux. Il y en a plein d'autres. On parlait des Pays-Bas tout à l'heure, mais il y en a plein à travers le monde et que du coup, tout l'enjeu aujourd'hui, si on veut s'attaquer à la question des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale, c'est de remettre à plat un système fiscal qui permet aujourd'hui beaucoup trop facilement aux plus riches et aux grandes multinationales de pratiquer l'évasion fiscale. Merci Quentin. Pauline, je me tourne vers toi peut-être pour réexpliquer peut-être un peu et éclaircir ces liens qui sont faits entre évasion fiscale. Je pense que là, on commence bien à comprendre au vu de nos échanges, mais entre évasion fiscale, lutte contre les inégalités, lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, si on s'attaquait véritablement à l'évasion fiscale, qu'est-ce que ça changerait en France, mais dans le monde, puisque là, on est sur un enjeu mondial. Mais je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'évasion fiscale, ça a un coût humain, ça a un coût financier. Je pourrais vous donner quelques chiffres qui ont été évalués, même si on est dans justement une pratique opaque, donc il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais voilà, l'évasion fiscale a un coût humain, c'est ça qu'il faut absolument rappeler. Et qu'elle, du coup, elle contribue à augmenter les inégalités. Donc, c'est exactement ce que Quentin a expliqué juste avant, c'est que quand les grandes entreprises et les grandes fortunes ne payent pas leur juste part d'impôt, c'est des ressources énormes, parce que là, on parle de montants considérables, qui manquent au budget des États pour financer les services publics, pour financer les systèmes de protection sociale, pour financer tout ce qui permettrait la redistribution et de réduire les inégalités. Ça, c'est des leviers absolument décisifs pour réduire les inégalités. Et cet argent, il manque. Et comme il y a un manque à gagner, que font les États? Comme l'a dit Quentin, on fait des coupes budgétaires et où on augmente des impôts qui pèsent davantage sur les Français les moins aisés ou les personnes les moins aisées, comme l'expliquait Pierre. Voilà, donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et pour vous donner une image, donc en France, sans parler d'image, pour parler chiffres, on estime que l'évasion fiscale des particuliers et des grandes entreprises, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros de pertes par an. C'est un montant qui est supérieur au budget de l'éducation nationale. Dans les pays en développement, qui sont proportionnellement les plus impactés par l'évasion fiscale. C'est un fléau mondial, mais il faut vraiment insister sur le fait que les pays en développement sont les plus impactés. L'évasion fiscale représenterait plus que la moitié des budgets de la santé dans ces pays-là. Donc, c'est en faisant ces comparatifs, et Oxfam s'attache beaucoup à faire des comparaisons de chiffres qui peuvent paraître complètement démentiels, à comparer à des choses très concrètes et des services publics qu'on utilise tous les jours et qui sont absolument précieux et décisifs pour réduire les inégalités. Et donc, nous, on a une formule qu'on a utilisée qui est forte, je trouve, c'est de dire que l'évasion fiscale, c'est un peu comme un hold-up de nos services publics. Et d'ailleurs, Oxfam Grande-Bretagne a fait une vidéo, Oxfam International a fait une vidéo qui met en scène, en fait, le braquage d'un hôpital où les braqueurs ont l'image et représentent ces grandes fortunes et ces grandes entreprises qui, en ne payant pas leur part d'impôt, en échappant à l'impôt, en fait, pillent nos ressources, pillent nos hôpitaux. Voilà. Et donc, pour terminer, peut-être sur un dernier chiffre et plus récent, l'ONU a récemment chiffré que les pertes fiscales que représente l'évasion fiscale en Afrique, c'est environ 89 milliards d'euros par an. Voilà. Donc, et l'Afrique qui fait partie de ces pays qui sont les plus touchés par les inégalités et où l'extrême pauvreté est en train de regagner du terrain par ailleurs, ce qui est extrêmement alarmant. Merci, je pense que c'est un rappel important à avoir de bien comprendre. Ça peut paraître très déshumanisé, l'évasion fiscale, mais ça a un vrai impact. Encore une fois tout cela dit, les OpenLux, les chiffres d'Oxfam, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la France fait? Comment est-ce qu'elle se positionne? On a peut-être en tête certaines phrases de Nicolas Sarkozy, mettre fin à l'évasion fiscale, Hollande, la finance, c'est mon ennemi. Au-delà de ces phrases, est-ce que la France a des politiques justement dans ce sens-là?
que ce soit au niveau français, que ce soit au niveau européen. Quentin, et puis Pierre aussi, si tu veux rajouter ensuite là-dessus, pour voir un peu ce qui est fait à ce niveau-là. Je pense que ces phrases, elles témoignent déjà d'un enjeu, c'est que ça peut paraître abstrait, mais l'évasion fiscale, c'est plus accepté. En tout cas, c'est moins accepté qu'avant. C'est-à-dire qu'avoir un président qui dit l'évasion fiscale, c'est inacceptable, c'est une réalité qui n'existait pas il y a 15-20 ans parce qu'on disait, bon, bah, l'optimisation fiscale, c'est légal et il y a l'optimisation et la fraude. Et aujourd'hui, le fait de dire l'évasion fiscale, c'est problématique, c'est des personnes qui reconnaissent qu'on a un système où des entreprises et des personnes très aisées jouent avec les failles de la législation et finalement font des montages qui sont complètement artificiels, qui n'ont aucune réalité économique, mais qui sont à la limite de la légalité pour éviter de payer leurs impôts. Et ça, pendant de très longues années, c'était totalement acceptable. Et aujourd'hui, quand on dit il n'y a plus de paradis fiscaux, quand on dit il faut s'attaquer de front à l'évasion fiscale, bah, ça montre qu'il y a en tout cas une prise de conscience sur les enjeux. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de passer de la prise de conscience à l'action. Et comme de nombreux sujets, notre analyse, c'est que le gouvernement ne va pas assez loin. Alors, il y a une particularité sur l'évasion fiscale, c'est que c'est quand même un enjeu éminemment multilatéral. C'est beaucoup plus facile de le faire à plusieurs. Et lorsqu'on le fait tout seul, on s'expose aux foudres des autres. J'ai 2 exemples en tête. Le premier, c'est la taxe GAFA. Donc, typiquement un sujet où la France a voulu y aller d'abord au niveau européen, elle n'a pas réussi. Puis après, elle a fait toute seule, s'est exposée aux foudres des États-Unis pour après revenir à des négociations au niveau international. Donc, que disait la France? Elle disait, c'est pas normal que des entreprises puissent opérer en France sans payer d'impôts. C'est notamment le cas des GAFA. Les GAFA, finalement, c'est la partie visible de l'iceberg, mais en fait, on a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont numérisées et qui payent très, très peu d'impôts. Il se trouve qu'il y a une coalition de pays en développement qui a mis sur la table une proposition beaucoup plus ambitieuse qui s'appelle la taxation unitaire et que là, la France a dit « Ah non, ça par contre, on est beaucoup moins en faveur parce que ça toucherait aussi les entreprises françaises. » Donc, on voit que déjà, il y a un problème entre l'ambition politique de dire il faut taxer les Américains qui sont sur notre sol et le fait de dire en fait, on a un système fiscal qui est problématique et oui, les entreprises françaises en profitent aussi, premièrement. Deuxièmement, et c'est tout récent, aujourd'hui même, l'Union européenne vient de relancer les négociations sur un outil de lutte contre l'évasion fiscale qui s'appelle le reporting public. C'est un outil sur lequel Oxfam est mobilisé depuis des années qui permettrait d'avoir la transparence sur les activités et les impôts payés des multinationales. La France soutient la mise en place de cet outil. Elle le soutient depuis plusieurs années après avoir refusé de le mettre en place en France. Donc, on avait obtenu en compromis, le gouvernement a dit non, on ne le fera pas en France, mais on le portera au niveau européen. Donc, très bien, en termes de posture et d'attitude, la France soutient. Mais depuis plusieurs mois, la France soutient une version de plus en plus amoindrie où elle dit très bien, on va faire la transparence, mais on va mettre en place des exceptions pour tel type d'entreprise, puis telle exception pour tel type d'entreprise. Et on se retrouve au final avec une mesure qui risque d'être mitée et privée de l'essence même de la mesure. Donc, il y a tout un enjeu à fermer le gouffre finalement entre la parole, où on a une prise de conscience que l'évasion fiscale, c'est un problème, et c'est bien, et les actes pour aller au cœur de la réforme d'un modèle fiscal qui permet l'évasion fiscale des plus riches et des grandes entreprises. Pierre, est-ce qu'à ce sujet, tu souhaites rajouter quelque chose ou Quentin a été complet? Quentin est toujours complet, donc il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il est clair que c'est un sujet européen, c'est un sujet qui monte. Enfin, il y a pas mal de députés européens, pour même d'anciens membres d'Oxfam, si je ne m'abuse, qui se sont emparés de ce sujet-là. C'est évidemment à l'échelle européenne. Après, et Quentin l'a dit, la volonté politique, elle doit être là. Il y a beaucoup d'annonces, il y a peu de faits. Or, il ne semblerait pas que ce soit si compliqué que ça de résoudre un certain nombre de problèmes. On l'a fait en partie pour les ménages, c'est-à-dire on a beaucoup parlé pendant très longtemps du secret bancaire, des gens qui avaient leur compte en Suisse et c'était soi-disant impossible d'aller récupérer leurs avoirs et de les taxer. Bon, le fait est on a plutôt réussi à le faire. Alors, il reste quelques aberrations, mais on a plutôt réussi à le faire. On est à peu près capable, alors sans basculer dans le people, mais j'ai cru voir récemment que même des influenceurs installés je ne sais pas où dans le monde se faisaient redresser fiscalement parce qu'on leur disait vous êtes bien gentils, mais l'intégralité de vos activités économiques se trouve en France, donc vous allez payer vos impôts en France et pas en Irlande alors que vous habitez à Dubaï. Donc on est à peu près capable je renvoie aux chaînes YouTube concernées sur les influenceurs, hein, mais
Certains, peut-être, dans l'assistance, voient de qui je parle, mais en tout cas, ça a fait la une de certains journaux autres que Closer et Public. Mais donc, on est capable de le faire sur des micro-entreprises. Donc, on devrait être capable de le faire sur des entreprises un peu plus grosses. Ce qui semblerait, c'est qu'il y a quand même un peu un manque de volonté politique, donc il faut espérer que ça se résolve de ce point de vue-là. Et justement, sur ces solutions, cette volonté politique, on parle beaucoup de l'échelle européenne là dans vos différentes interventions et on a des questions dans ce sens-là dans le chat qui reviennent plusieurs fois. Quelle solution finalement est-ce qu'on défend, est-ce qu'on pousse? Et une question revient sur cette idée d'égaliser les taux d'imposition, la fiscalité européenne pour éviter cette concurrence entre pays, cette concurrence déloyale. Est-ce que les choses avancent à ce niveau-là, sont même juste enclenchées et que fait la France? Et est-ce qu'il y a aussi d'autres biais et solutions pour régler ce problème-là, et notamment au niveau européen, puisque ce que vous dites, c'est que quand même, ça se passerait plus à ce niveau-là. Quentin, à toi. Je commence, d'accord. Oui, cette solution, elle existe, elle porte un petit nom charmant, ça s'appelle ACCIS, ACCIS. Le problème, c'est que l'échelon européen, c'est le bon échelon, mais qu'en matière de fiscalité, pour avancer sur l'échelon européen, il faut que tout le monde soit d'accord. Or, on a 5 petits pays qui sont des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne et qui ne sont pas d'accord. Donc, c'est un peu toute l'absurdité des règles européennes en matière de fiscalité. On a des paradis fiscaux qui bloquent les règles qui permettraient de s'attaquer aux paradis fiscaux. Donc évidemment, il faut continuer d'avancer dans la mesure du possible à l'échelon européen, mais c'est tout à fait possible de prendre des échelons plus resserrés de pays qui ne sont pas des paradis fiscaux et d'avancer sans eux, y compris parce que lorsque des pays avancent en groupe de 10, de 11, de 15, ça a déjà un poids très fort, notamment si on a typiquement la France et l'Allemagne. Donc ce type de réforme, c'est un peu le serpent de mer de ceux qui travaillent sur les questions fiscales. Ça fait depuis, je pense que j'étais au collège qu'on commençait déjà à en parler, donc ça commence à remonter un petit peu. Et évidemment qu'il faut avancer là-dessus. Il faut avancer pas simplement sur avoir le même taux, il faut aussi avancer sur avoir ce qu'on appelle la même assiette. C'est-à-dire que le taux, c'est on vous taxe à 25%, mais si en fait on ne prend pas la même chose en compte de ce qu'on taxe, finalement, il y a aussi des inégalités entre pays. Et évidemment que pour ça, il faut essayer de se mettre d'accord au plus de nombre possible. Et il faut surtout une volonté politique d'accepter que, en fait, ça va aller dans le sens d'une meilleure équité, y compris envers des PME qui, elles, n'ont pas recours en majorité à l'évasion fiscale. Juste un mot, c'est que, et ça a été mentionné tout à l'heure, c'est que pour l'instant, ce qu'on fait, alors on s'inscrit comme ça dans le discours un peu dans une volonté d'homogénéisation des taux. Pour l'instant, l'homogénéisation des taux, elle se fait par un nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'on acte le fait qu'il y a une concurrence fiscale entre pays européens et on se compare aux autres en disant, regardez, nous on taxe trop, donc on va taxer moins pour être plus compétitif. Donc c'est aussi un problème de ce point de vue-là. C'est pas juste tout le monde au même taux, c'est quel taux juste, et le taux juste, c'est pas forcément le taux le plus bas. Merci. Quentin, si tu veux. Pour rebondir là-dessus, parce qu'il y a aussi des solutions qui sont discutées. Alors cette fois-ci, c'est au niveau international, c'est pas au niveau européen, mais ça va probablement arriver au niveau européen là-dessus. C'est une réforme qui s'appelle le taux d'imposition minimum effectif. Ça serait de créer un taux plancher pour dire vous pouvez continuer à baisser, mais en fait, on va jamais arriver à zéro. On va mettre à 12, à 15 ou à 20. Donc c'est encore en discussion. Et typiquement là-dessus, on est encore une fois dans une situation où la France a dit c'est génial de faire un taux d'imposition minimum effectif, ce qui est bien, encore une fois, parce que philosophiquement, le fait de dire on veut un taux d'impôt minimum effectif, ça veut dire qu'on n'accepte plus d'avoir des taux qui arrivent à zéro. Mais dans le cœur des négociations, la France est en train de dire par contre, il ne faut pas un taux trop haut. Par contre, il faudrait sortir ces éléments du taux d'imposition. Par contre, il faudrait avoir telles exceptions, telles exceptions. Donc, il y a toujours un décalage entre l'ambition initiale, en tout cas l'ambition, l'affichage initial et l'ambition dans les négociations. Donc, ce sujet-là, il va arriver très bientôt au niveau européen et on va être notamment à Oxfam, mais avec d'autres ONG, très attentifs à ce qu'il y ait le moins d'exceptions possible, à ce que le taux soit le plus juste possible, justement pour qu'il y ait une équité entre ces grandes entreprises qui profitent de la baisse d'impôts dans tous les pays pour choisir où elles peuvent délocaliser complètement artificiellement leurs activités et l'artisan du coin qui, lui, en fait, travaille dans sa ville, enregistre ses bénéfices dans sa ville et paie ses impôts en France. Merci. J'ai une petite question qui est
au niveau européen, mais qui est un peu un pas de côté, mais on avait en fait dans le chat des personnes qui disaient voilà, taxer les plus riches, c'est une solution. Après, ce n'est pas la seule solution. Et en effet, je pense qu'on n'est pas là pour dire c'est la solution miracle. Et il y en a d'autres. Et il y a notamment cette idée que Oxfam porte depuis le début de la taxe sur les transactions financières, que ce soit au niveau français, européen. Est-ce que ce n'est pas une solution aussi avec cette financiarisation du monde? Et est-ce qu'on a quelques éléments de suivi sur ce qui se passe aujourd'hui sur cette taxe sur les transactions financières? Est-ce que la crise ne peut pas être un regain justement pour la porter et la développer un peu plus? Alors Quentin, je sais que tu suis ça et que tu n'es pas notre expert taxe sur les transactions financières. Pierre, peut-être que tu suis, on n'en a pas parlé avant. Voilà, si vous avez des éléments de réponse aux personnes qui s'intéressent à ce sujet-là. Je vais y aller du coup. Oui, alors effectivement, depuis tout à l'heure, on parle d'impôt sur la fortune, on parle d'impôt sur le revenu. Il y a toute une palette d'éléments et ça, en fait, tout l'enjeu, c'est de le mettre en face des besoins parce que l'enjeu, c'est pas de taxer pour le plaisir de taxer, c'est de se dire quel monde on veut et comment on le finance. Et la taxe sur les transactions financières, la taxe sur la spéculation, c'est également une des réponses qui peut être apportée. Il y a une taxe sur les transactions financières qui existe en France. Elle existe sur certaines opérations financières, mais elle n'existe pas sur les activités les plus spéculatives. On a essayé, la France a notamment essayé de porter ce sujet au niveau européen en disant la spéculation financière, c'est fini, et s'est heurté peu ou prou à la même opposition qui existait sur les questions fiscales pour les paradis fiscaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'unanimité pour avancer sur ce sujet. Et la taxe sur les transactions financières, c'est un peu l'autre serpent de mer dans les dossiers fiscaux européens qui est bloqué et où ce qu'on appelle une coopération renforcée, donc un petit groupe de pays pourrait tout à fait avancer entre eux pour mettre en place une espèce de marché où il y aurait une taxe sur les transactions financières, y compris sur les opérations les plus spéculatives, et on aurait du coup un financement de marché qui serait beaucoup plus sain. En tout cas, ce n'est pas le cas pour l'instant parce qu'il y a encore beaucoup de résistance dans les milieux des affaires sur cette question. Alors, Pierre me dit qu'il va devoir partir puisque les bureaux dans lesquels il est ferment et du coup, ça va être compliqué. Donc, Pierre, merci d'avoir été là. Voilà, c'est fermé depuis 2 heures, mais là, c'est vrai que ça commence vraiment à être compliqué. Donc voilà, couvre-feu, il faut à un moment rentrer. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. On reste avec Quentin et Pauline parce qu'il reste quelques petites questions. Et puis, on va clôturer parce que je pense que tout le monde aussi commence à avoir faim. J'ai déjà vu des personnes qui me disent que ça faisait déjà beaucoup d'heures qu'elles étaient en visio. Donc voilà. Pierre, on te libère. Merci pour l'invitation. Bonne soirée à toi. Je fais le tri dans les questions parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivées. J'ai une question de Bernard sur la fiscalité des multinationales et je pense que ça recoupe vraiment ce qu'on dit sur l'évasion fiscale, sur les multinationales, notamment les multinationales qui opèrent dans des pays dits du Sud, donc en développement plus pauvre, et qui ont une fiscalité très basse malgré le fait qu'elles exploitent les ressources de ces pays-là. Et donc finalement, très peu de ressources qui arrivent dans ces pays exploités. Oxfam a sorti un rapport sur justement les cas en Ouganda. Quentin, encore une fois, Quentin ou Pauline, tu ne rédigeais pas ce rapport, mais je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur depuis longtemps. Est-ce que tu peux un peu justement présenter la position d'Oxfam et le travail qu'on fait sur ces questions qui sont éminemment importantes? Oui, et par ailleurs, c'est par là dont on arrive, Oxfam, parce que on est arrivé sur les sujets d'évasion fiscale parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un système fiscal qui permettait aux entreprises opérant dans des pays dits du Sud d'avoir une activité en étant très peu taxées en utilisant des paradis fiscaux. Donc, Marion faisait référence aux activités de Total en Ouganda. On a sorti un rapport il y a quelques mois qui montrait que Total opérait en Ouganda via une filiale aux Pays-Bas qui lui permettait d'éviter de payer un certain montant d'impôts. Et donc, c'était un montage qui lui permettait d'économiser des impôts par rapport à une opération directe entre la France et l'Ouganda. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tant qu'on ne remet pas totalement à plat la manière dont sont taxées les multinationales, on va essayer de boucher les trous de la raquette, mais avec des trous qui sont immenses, puisqu'aujourd'hui, les entreprises peuvent choisir où elles localisent leurs bénéfices. Et donc, elles vont généralement aller localiser leurs bénéfices dans les paradis fiscaux pour payer de moins en moins d'impôts. C'est complètement systémique. Si on regarde les travaux notamment de Gabriel Zucman, il estime qu'environ 40% des bénéfices localisés à l'étranger par les multinationales sont localisés dans des paradis fiscaux. Et donc, tout l'enjeu, c'est de dire arrêtons de laisser les entreprises choisir où elles localisent leurs bénéfices et imposons
aux multinationales de payer des impôts là où elles ont une activité économique réelle. Ça veut dire quoi une activité économique réelle? Ça veut dire des usines, ça veut dire des travailleurs, ça veut dire des clients, et des choses qui sont tangibles pour que en fait, il y ait des impôts qui soient en lien avec l'activité économique réelle. Merci Quentin, je pense que ça répond un peu. Et puis, n'hésitez pas à aller sur notre site, sur la page campagne inégalité et justice fiscale. Vous trouverez ces cas d'études qui sont éclairants et aussi les recommandations d'Oxfam à ce sujet-là. J'ai une petite question philosophique, une fois encore, mais je pense qu'il est aussi essentiel, parce que aussi c'est des contre-arguments qui sont donnés. C'est finalement, les plus riches sont plus riches parce qu'ils ont travaillé dur, ils ont mérité. Et en France, on promeut aussi beaucoup le principe de méritocratie. Donc, est-ce que finalement, cette idée même de taxer plus, juste parce qu'ils sont riches, c'est pas une idée injuste et anormale et en fait va à l'encontre du principe de justice et méritocratique? Est-ce que là-dessus, Pauline, Quentin, vous avez des éléments de réponse à donner, mais après, c'est aussi un point de vue aussi personnel, je pense, qu'on peut donner. Pauline ou Quentin? Sans répéter ce que j'ai exprimé tout à l'heure, mais je pense qu'on peut. C'est une question de justice, en fait, tout simplement, qu'il faut se poser. Et tout notre travail, nous, c'est de documenter une réalité, de documenter des inégalités existantes. Et en fait, bien sûr que le travail mérite un salaire, mérite une récompense, mais toute la question, c'est la question des écarts. Et moi, je veux bien qu'on s'intéresse à combien gagnent les milliardaires et pourquoi les millionnaires, etc., et les personnes très riches, parce qu'on peut aussi sortir des milliardaires et des millionnaires pour se parler des personnes très riches. Mais j'aimerais bien aussi qu'on regarde de l'autre côté, des personnes qui travaillent aussi très dur, qui sont en première ligne justement de cette crise sanitaire, mais au quotidien, avant la crise. Donc, je pense notamment à toutes ces femmes qui travaillent dans l'aide à domicile, qui travaillent dans le secteur de la santé, les aides-soignantes, les infirmières. Là, on peut se poser la question de combien elles sont payées. Et voilà, il faut savoir qu'en France, on fait partie des pays de l'OCDE qui sont les moins bien classés en termes de rémunération des infirmières. Aujourd'hui, le quotidien d'une aide-soignante, c'est pour la majorité d'entre elles, de travailler avec des contrats précaires, des contrats courts, de vivre pour une grande partie d'entre elles sous le seuil de pauvreté. On a sorti un rapport en 2018 sur les travailleuses pauvres qui montre qu'on a des milliers de femmes qui travaillent tout en étant pauvres et qui sont majoritaires dans les secteurs du soin, de la santé, tout ce qu'on appelle les métiers du care, mais aussi tous les métiers de l'entretien et des caissières, par exemple. Donc voilà, pour moi, tout est une question d'écart et toujours revenir à cette question des inégalités. Donc c'est aussi pour ça que parmi les recommandations, là on se parle de taxer les très riches, mais à côté, nous on porte des demandes très fortes en termes de revalorisation des bas salaires, à commencer par les secteurs où sont majoritairement présentes les femmes, donc je disais les secteurs du social et de la santé. Peut-être pour rebondir aussi là-dessus, il y a 2 éléments, donc évidemment, il y a la question de la justice est-ce que c'est juste d'être rémunéré tant quand, des gens qui triment sont rémunérés si peu? Par ailleurs, il y a 2 autres éléments. Le premier, c'est, on parlait de méritocratie. Il y a la moitié des milliardaires français qui ont hérité de leur fortune, un tiers des milliardaires dans le monde qui ont hérité de leur fortune, un autre tiers qui, en fait, ont une fortune parce qu'ils disposent c'est ce qu'on appelle crony capitalism en anglais, donc de connexion avec le gouvernement. Donc ça, c'est pour remettre un peu en perspective la question de méritocratie. Et par ailleurs, et je pense que c'est le cœur du message d'Oxfam, quand on dit les inégalités ne sont pas naturelles et résultent de choix politiques, c'est également sur les politiques qui vont favoriser les plus riches. Donc typiquement, pendant la crise, lorsque la BCE, lorsque Pauline dit la fortune des milliardaires, elle a rebondi très vite, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit, ce n'est pas la main invisible du marché, c'est parce qu'on a décidé de mettre en place des politiques qui favorisaient
la fortune des plus riches. Donc évidemment, on n'est pas en train de dire que l'ensemble de la fortune des plus riches n'est pas due à la méritocratie. On est en train de dire qu'il y a une énorme proportion, notamment en réponse à la crise, qui est aussi due à des choix politiques qui sont financés par vous et moi. Et donc c'est ça aussi qu'on essaye de remettre en cause en disant pourquoi ce choix politique, pourquoi on a décidé de mettre l'argent sur la table pour stabiliser les marchés financiers quand on est en train de pinailler sur est-ce qu'il faut vraiment aider les jeunes ou est-ce que c'est les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est un travail et ce n'est pas une allocation, typiquement. Pour rebondir aussi, un sujet sur lequel nous, on se mobilise fortement, vous avez peut-être entendu aussi de cette manière-là, c'est sur les écarts de salaire. On assume de poser la question, quel est l'écart de salaire que notre société est à même d'assumer, et est-ce qu'on considère qu'on vit bien dans une société où on a un écart de salaire qui dépasse 100 dans la plupart des entreprises. Aujourd'hui, un PDG du CAC 40, il gagne 270 fois le SMIC. Donc voilà, c'est ça la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je pense que ça se suffit à lui-même, ce chiffre, pour dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et qu'il faut corriger par les politiques publiques. C'est voilà, la mission, enfin, en tout cas la vision d'Oxfam. Merci. Et je crois qu'on va rester là-dessus, parce que ça fait presque 1h30 qu'on est ensemble. Il y a eu beaucoup de questions, de commentaires dans le webinaire. Je vais essayer de les reprendre en les reformulant pour les mettre ensemble, pour essayer d'apporter. Il y a Marthe qui posait une question, je pense qu'il nécessiterait un nouveau webinaire. Est-ce que la solution, ce ne serait pas d'annuler la dette? Là, il faut un webinaire entier. Et encore une fois, ce qu'on dit ce soir, c'est que les solutions ne sont pas uniques. Il en faut plusieurs. Et typiquement, taxer les riches, c'est aussi des politiques sociales plus justes et aussi financées plus justes. On avait aussi Michel qui nous parlait du revenu universel. Voilà, c'est tout un package de solutions, mais à un moment, la question du financement et de la réduction des inégalités est essentielle, et la fiscalité est, en tout cas dans la vision d'Oxfam, un outil absolument vital à mettre en œuvre et à mieux mettre en œuvre. Donc, merci à vous, merci d'être là, merci beaucoup des personnes qui sont là, ce sont des personnes qui soutiennent Oxfam d'une manière ou d'une autre. Et donc, tout ce travail de recherche, d'interpellation, d'information, sensibilisation, on le fait grâce aux personnes qui nous soutiennent, grâce à nos bénévoles, grâce à nos donateurs, grâce à nos supporters, grâce aux personnes qui relaient notre information. Donc, c'est important, donner à comprendre, c'est important, passer à l'action, c'est important. Donc, voilà, le combat, il est vaste, on voit, il est systémique. Mais il est essentiel, et la crise qu'on traverse, qui a commencé en 2020 et qu'on traverse actuellement, l'a rappelé et a rappelé sa nécessité. Donc, c'est peut-être le moment ou jamais, alors on le dit souvent, mais on va peut-être y arriver cette fois, pour rebattre les cartes et soigner un peu nos sociétés. Donc, merci à vous. Le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site. Et puis, n'hésitez pas à suivre ce qu'on fait. On transmet beaucoup d'informations par email, sur nos réseaux. Donc voilà, c'est notre travail. Et puis, forgez-vous votre opinion et continuez d'en discuter et de débattre, comme c'était le cas ce soir dans la boîte à questions. Voilà. Très bonne soirée et puis bon appétit. Merci Pauline, merci Quentin, et à très vite pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir.